Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre Le Comte de Monte Cristo, tome 4. Par Alexandre Dumas, N. d'Auguste Maquet. Chapitre 85. Le voyage. Monte Cristo poussa un cri de joie, en voyant les deux jeunes gens ensemble. Ah, dit-il. Eh bien, j'espère que tout est fini, éclairci, arrangé ? Oui, dit Beauchamp. Des bruits absurdes qui sont tombés d'eux-mêmes, et qui maintenant, s'ils se renouvelaient, m'auraient pour premier antagoniste. Ainsi donc, ne parlons plus de cela. Albert vous dira, reprit le comte, que c'est le conseil que je lui avais donné. Tenez, ajouta-t-il, vous me voyez au reste achevant la plus exécrable matinée que j'ai jamais passée, je crois. Que faites-vous ? Dit Albert, vous mettez de l'ordre dans vos papiers, ce me semble ? Dans mes papiers, Dieu merci non. Il y a toujours dans mes papiers un ordre merveilleux, attendu que je n'ai pas de papier, mais dans les papiers de Monsieur Cavalcanti. De Monsieur Cavalcanti ? Demanda Beauchamp. Eh oui, ne savez-vous pas que c'est un jeune homme que lance le comte ? Dit Morcerf. Non pas, entendons-nous bien, répondit Monte Cristo, je ne lance personne et Monsieur Cavalcanti moins que tout autre. Et qui va épouser mademoiselle Danglars en mon lieu et place ? Ce qui, continua Albert en essayant de sourire, comme vous pouvez bien vous en douter, mon cher Beauchamp, m'affecte cruellement. Comment ? Cavalcanti épouse mademoiselle Danglars ? Demanda Beauchamp. Ah ça, mais vous venez donc du bout du monde ? Dit Monte Cristo, vous, un journaliste, le mari de la renommée. Tout Paris ne parle que de cela. Et c'est vous, comte, qui avez fait ce mariage ? Demanda Beauchamp. Moi ? Oh ! Silence, monsieur le nouvelliste, n'allez pas dire de pareilles choses. Moi, bon Dieu, faire un mariage ? Non, vous ne me connaissez pas, je m'y suis au contraire opposé de tout mon pouvoir, j'ai refusé de faire la demande. Ah, je comprends, dit Beauchamp, à cause de notre ami Albert ? À cause de moi, dit le jeune homme, oh non, par ma foi. Le comte me rendra la justice d'attester que je l'ai toujours prié au contraire, de rompre ce projet, qui heureusement est rompu. Le comte prétend que ce n'est pas lui que je dois remercier, soit, j'élèverai comme les anciens, un autel Deo ignoto. Écoutez, dit Monte Cristo, c'est si peu moi, que je suis en froid avec le beau-père et avec le jeune homme, il n'y a que mademoiselle Eugénie, laquelle ne me paraît pas avoir une profonde vocation pour le mariage, qui, en voyant à quel point j'étais peu disposé à la faire renoncer à sa chère liberté, m'ait conservé son affection. Et vous dites que ce mariage est sur le point de se faire ? Oh ? Mon Dieu, oui, malgré tout ce que j'ai pu dire. Moi, je ne connais pas le jeune homme, on le prétend riche et de bonne famille, mais pour moi ces choses sont de simple on-dit. J'ai répété tout cela à satiété à Monsieur Danglars, mais il est entiché de son lucquois. J'ai été jusqu'à lui faire part d'une circonstance qui pour moi était plus grave. Le jeune homme a été changé en nourrice, enlevé par des bohémiens ou égaré par son précepteur, je ne sais pas trop. Mais ce que je sais, c'est que son père l'a perdu de vue depuis plus de 10 années. Ce qu'il a fait pendant ces 10 années de vie errante, Dieu seul le sait. Eh bien, rien de tout cela n'y a fait. On m'a chargé d'écrire au major, de lui demander des papiers, ces papiers, les voilà. Je les leur envoie, mais comme Pilate, en me lavant les mains. Et mademoiselle d'Armilly, demanda Beauchamp, quelle mine vous fait-elle à vous, qui lui enlevez son élève ? Dame, je ne sais pas trop, mais il paraît qu'elle part pour l'Italie. Madame Danglars m'a parlé d'elle, et m'a demandé des lettres de recommandation pour les impresarii. Je lui ai donné un mot pour le directeur du théâtre Vallée, qui m'a quelques obligations. Mais qu'avez-vous donc, Albert ? Vous avez l'air tout attristé. Est-ce que, sans vous en douter, vous êtes amoureux de mademoiselle Danglars, par exemple ? Pas que je sache, dit Albert en souriant tristement. Beauchamp se mit à regarder les tableaux. Mais enfin, continua Monte Cristo, vous n'êtes pas dans votre état ordinaire. Voyons, qu'avez-vous ? Dites. J'ai la migraine, dit Albert. Eh bien, mon cher vicomte, dit Monte Cristo, j'ai en ce cas un remède infaillible à vous proposer, remède qui m'a réussi à moi chaque fois que j'ai éprouvé quelque contrariété. Lequel ? Demanda le jeune homme. Le déplacement. En vérité ?
dit Albert. Oui, et tenez, comme en ce moment-ci je suis excessivement contrarié, je me déplace. Voulez-vous que nous nous déplacions ensemble? Vous contrarié, comte, dit Beauchamp, et de quoi donc? Pardieu, vous en parlez fort à votre aise, vous. Je voudrais bien vous voir avec une instruction se poursuivant dans votre maison. Une instruction? Quelle instruction? Et celle que M. de Villefort dresse contre mon aimable assassin, donc, une espèce de brigand échappé du bagne, à ce qu'il paraît. Ah! C'est vrai, dit Beauchamp, j'ai lu le fait dans les journaux. Qu'est-ce que c'est que ce Caderousse? Eh bien, mais il paraît que c'est un Provençal. Monsieur de Villefort en a entendu parler quand il était à Marseille, et Monsieur Danglars se rappelle l'avoir vu. Il en résulte que Monsieur le procureur du roi prend l'affaire fort à cœur, qu'elle a, à ce qu'il paraît, intéressé au plus haut degré le préfet de police, et que, grâce à cet intérêt dont je suis on ne peut plus reconnaissant, on m'envoie ici depuis 15 jours tous les bandits qu'on peut se procurer dans Paris et dans la banlieue, sous prétexte que ce sont les assassins de Monsieur Caderousse, d'où il résulte que dans 3 mois, si cela continue, il n'y aura pas un voleur, ni un assassin dans ce beau royaume de France qui ne connaisse le plan de ma maison sur le bout de son doigt. Aussi, je prends le parti de la leur abandonner tout entière, et de m'en aller aussi loin que la terre pourra me porter. Venez avec moi, vicomte, je vous emmène. Volontiers. Alors, c'est convenu? Oui, mais où cela? Je vous l'ai dit, où l'air est pur, où le bruit endort, où si orgueilleux que l'on soit, on se sent humble et l'on se trouve petit. J'aime cet abaissement, moi, que l'on dit maître de l'univers comme Auguste. Où allez-vous, enfin? À la mer, vicomte, à la mer. Je suis un marin, voyez-vous. Tout enfant, j'ai été bercé dans les bras du vieil océan et sur le sein de la belle Amphitrite. J'ai joué avec le manteau vert de l'un et la robe azurée de l'autre. J'aime la mer comme on aime une maîtresse, et quand il y a longtemps que je ne l'ai vue, je m'ennuie d'elle. Allons, comte, allons. À la mer? Oui. Vous acceptez? J'accepte. Eh bien, vicomte, il y aura ce soir dans ma cour un briska de voyage, dans lequel on peut s'étendre comme dans son lit. Ce briska sera attelé de 4 chevaux de poste. Monsieur Beauchamp, on y tient 4 très facilement. Voulez-vous venir avec nous? Je vous emmène. Merci, je viens de la mer. Comment, vous venez de la mer? Oui, ou à peu près. Je viens de faire un petit voyage aux îles Borromée. Qu'importe, venez toujours, dit Albert. Non, cher Morcerf, vous devez comprendre que du moment où je refuse, c'est que la chose est impossible. D'ailleurs, il est important, ajouta-t-il en baissant la voix, que je reste à Paris, ne fût-ce que pour surveiller la boîte du journal. Ah, vous êtes un bon et excellent ami, dit Albert. Oui, vous avez raison. Veillez, surveillez Beauchamp, et tâchez de découvrir l'ennemi à qui cette révélation a dû le jour. Albert et Beauchamp se séparèrent. Leur dernière poignée de main renfermait tous les sens que leurs lèvres ne pouvaient exprimer devant un étranger. Excellent garçon que Beauchamp, dit Monte Cristo après le départ du journaliste, n'est-ce pas Albert? Oh? Oui, un homme de cœur, je vous en réponds. Aussi je l'aime de toute mon âme. Mais maintenant que nous voilà seuls, quoique la chose me soit à peu près égale, où allons-nous? En Normandie, si vous voulez bien. À merveille. Nous sommes tout à fait à la campagne, n'est-ce pas? Point de société, point de voisins. Nous sommes tête à tête avec des chevaux pour courir, des chiens pour chasser, et une barque pour pêcher, voilà tout. C'est ce qu'il me faut, je préviens ma mère et je suis à vos ordres. Mais, dit Monte Cristo, vous permettra-t-on? Quoi? De venir en Normandie. À moi? Est-ce que je ne suis pas libre? D'aller où vous voulez, seul, je le sais bien, puisque je vous ai rencontré échappé par l'Italie. Eh bien? Mais de venir avec l'homme qu'on appelle le comte de Monte Cristo? Vous avez peu de mémoire, comte. Comment cela? Ne vous ai-je pas dit toute la sympathie que ma mère avait pour vous? Souvent femme varie, a dit François Ier, la femme c'est l'onde, a dit Shakespeare. L'un était un grand roi et l'autre un grand poète, et chacun d'eux devait connaître la femme. Oui, la femme, mais ma mère n'est point la femme, c'est une femme. Permettez-vous à un pauvre étranger de ne point comprendre parfaitement toutes les subtilités de votre langue? Je veux dire que ma mère est avare de ses sentiments,
mais qu'une fois qu'elle les a accordés, c'est pour toujours. Ah, vraiment, dit en soupirant Monte Cristo, et vous croyez qu'elle me fait l'honneur de m'accorder un sentiment autre que la plus parfaite indifférence? Écoutez, je vous l'ai déjà dit et je vous le répète, reprit Morcerf, il faut que vous soyez réellement un homme bien étrange et bien supérieur. Oh? Oui, car ma mère s'est laissée prendre, je ne dirais pas à la curiosité, mais à l'intérêt que vous inspirez. Quand nous sommes seuls, nous ne causons que de vous. Et elle vous a dit de vous méfier de ce Manfred? Au contraire, elle me dit, Morcerf, je crois le comte une noble nature, tâche de te faire aimer de lui. Monte Cristo détourna les yeux, et poussa un soupir. Ah, vraiment? Dit-il. De sorte, vous comprenez, continua Albert, qu'au lieu de s'opposer à mon voyage, elle l'approuvera de tout son cœur, puisqu'il rentre dans les recommandations qu'elle me fait chaque jour. Allez donc, dit Monte Cristo à ce soir. Soyez ici à 5 heures, nous arriverons là-bas à minuit ou 1 heure. Comment au Tréport? Au Tréport, ou dans les environs. Il ne vous faut que 8 heures pour faire 48 lieues? C'est encore beaucoup, dit Monte Cristo. Décidément vous êtes l'homme des prodiges, et vous arriverez non seulement à dépasser les chemins de fer, ce qui n'est pas bien difficile en France surtout, mais encore à aller plus vite que le télégraphe. En attendant, vicomte, comme il nous faut toujours 7 ou 8 heures pour arriver là-bas, soyez exact. Soyez tranquille, je n'ai rien autre chose à faire d'ici là que de m'apprêter. À 5 heures alors. À 5 heures. Albert sortit. Monte Cristo, après lui avoir en souriant fait un signe de la tête, demeura un instant pensif et comme absorbé dans une profonde méditation. Enfin, passant la main sur son front, comme pour écarter sa rêverie, il alla au timbre et frappa 2 coups. Au bruit des 2 coups frappés par Monte Cristo sur le timbre, Bertuccio entra. « Maître Bertuccio, dit-il, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, comme je l'avais pensé d'abord, c'est ce soir que je pars pour la Normandie. D'ici à 5 heures, c'est plus de temps qu'il ne vous en faut. Vous ferez prévenir les palefreniers du premier relais. Monsieur de Morcerf m'accompagne. Allez. » Bertuccio obéit, et un piqueur courut à Pontoise annoncer que la chaise de poste passerait à 6 heures précises. Le palefrenier de Pontoise envoya au relais suivant un exprès, qui en envoya un autre, et 6 heures après, tous les relais disposés sur la route étaient prévenus. Avant de partir, le comte monta chez Haydée, lui annonça son départ, lui dit le lieu où il allait, et mit toute sa maison à ses ordres. Albert fut exact. Le voyage, sombre à son commencement, s'éclaircit bientôt par l'effet physique de la rapidité. Morcerf n'avait pas idée d'une pareille vitesse. En effet, dit Monte Cristo, avec votre poste faisant ses 2 lieues à l'heure, avec cette loi stupide qui défend à un voyageur de dépasser l'autre sans lui demander la permission, et qui fait qu'un voyageur malade ou quinteux a le droit d'enchaîner à sa suite les voyageurs allègres et bien portants, il n'y a pas de locomotion possible. Moi, j'évite cet inconvénient en voyageant avec mon propre postillon, et mes propres chevaux, n'est-ce pas Ali? Et le comte, passant la tête par la portière, poussait un petit cri d'excitation qui donnait des ailes aux chevaux. Il ne courait plus, il volait. La voiture roulait comme un tonnerre sur ce pavé royal, et chacun se détournait pour voir passer ce météore flamboyant. Ali, répétant ce cri, souriait, montrant ses dents blanches, serrant dans ses mains robustes les rênes écumantes, aiguillonnant les chevaux, dont les belles crinières s'éparpillaient au vent. Ali, l'enfant du désert, se retrouvait dans son élément, et avec son visage noir, ses yeux ardents, son burnous de neige, il semblait, au milieu de la poussière qu'il soulevait, le génie du simoun et le dieu de l'ouragan. Voilà, dit Morcerf, une volupté que je ne connaissais pas, c'est la volupté de la vitesse. Et les derniers nuages de son front se dissipaient, comme si l'air qu'il fendait emportait ces nuages avec lui. Mais où diable trouvez-vous de pareils chevaux? Demanda Albert. Vous les faites donc faire exprès? Justement, dit le comte. Il y a 6 ans, je trouvai en Hongrie un fameux étalon renommé pour sa vitesse. Je l'achetai je ne sais plus combien. Ce fut Bertuccio qui paya. Dans la même année, il eut 32 enfants. C'est toute cette progéniture du même père que nous allons passer en revue. Ils sont tous pareils, noirs, sans une seule tache, excepté une étoile au front, car à ce privilégié du haras on a choisi des juments,
comme au pacha, ont choisi des favorites. C'est admirable. Mais dites-moi, comte, que faites-vous de tous ces chevaux? Vous le voyez, je voyage avec eux. Mais vous ne voyagerez pas toujours? Quand je n'en aurai plus besoin, Bertuccio les vendra, et il prétend qu'il gagnera 30 ou 40 000 francs sur eux. Mais il n'y aura pas de roi d'Europe assez riche pour vous les acheter. Alors il les vendra à quelque simple vizir d'Orient, qui videra son trésor pour les payer, et qui remplira son trésor, en administrant des coups de bâton sous la plante des pieds de ses sujets. Comte, voulez-vous que je vous communique une pensée qui m'est venue? Faites. C'est qu'après vous, M. Bertuccio doit être le plus riche particulier de l'Europe. Eh bien, vous vous trompez, vicomte. Je suis sûr que si vous retourniez les poches de Bertuccio, vous n'y trouveriez pas 10 sous vaillants. Pourquoi cela? Demanda le jeune homme. C'est donc un phénomène que M. Bertuccio? Ah, mon cher comte, ne me poussez pas trop loin dans le merveilleux, ou je ne vous croirai plus, je vous préviens. Jamais de merveilleux avec moi, Albert. Des chiffres et de la raison, voilà tout. Or, écoutez ce dilemme. Un intendant vole, mais pourquoi vole-t-il? Dame, parce que c'est dans sa nature, ce me semble, dit Albert, il vole pour voler. Eh bien non, vous vous trompez. Il vole parce qu'il a une femme, des enfants, des désirs ambitieux pour lui et pour sa famille. Il vole surtout parce qu'il n'est pas sûr de ne jamais quitter son maître et qu'il veut se faire un avenir. Eh bien, M. Bertuccio est seul au monde. Il puise dans ma bourse sans me rendre compte. Il est sûr de ne jamais me quitter. Pourquoi cela? Parce que je n'en trouverai pas un meilleur. Vous tournez dans un cercle vicieux, celui des probabilités. Oh? Non pas, je suis dans les certitudes. Le bon serviteur pour moi, c'est celui sur lequel j'ai droit de vie ou de mort. Et vous avez droit de vie ou de mort sur Bertuccio? Demanda Albert. Oui, répondit froidement le comte. Il y a des mots qui ferment la conversation, comme une porte de fer. Le oui du comte était un de ces mots-là. Le reste du voyage s'accomplit avec la même rapidité. Les 32 chevaux, divisés en 8 relais, firent leurs 48 lieues en 8 heures. On arriva au milieu de la nuit, à la porte d'un beau parc. Le concierge était debout et tenait la grille ouverte. Il avait été prévenu par le palefrenier du dernier relais. Il était 2h30 du matin. On conduisit Morcerf à son appartement. Il trouva un bain et un souper prêt. Le domestique, qui avait fait la route sur le siège de derrière de la voiture, était à ses ordres. Baptistin, qui avait fait la route sur le siège de devant, était à ceux du comte. Albert prit son bain, soupa et se coucha. Toute la nuit, il fut bercé par le bruit mélancolique de la houle. En se levant, il alla droit à la fenêtre, l'ouvrit et se trouva sur une petite terrasse, où l'on avait devant soi la mer, c'est-à-dire l'immensité, et derrière soi un joli parc donnant sur une petite forêt. Dans une anse d'une certaine grandeur se balançait une petite corvette à la carène étroite, à la mâture élancée, et portant à la corne un pavillon aux armes de Monte Cristo, armes représentant une montagne d'or posant sur une mer d'azur, avec une croix de gueule au chef, ce qui pouvait aussi bien être une allusion à son nom rappelant le calvaire, que la passion de notre Seigneur a fait une montagne plus précieuse que l'or, et la croix infâme que son sang divin a faite sainte, qu'à quelques souvenirs personnels de souffrance et de régénération, ensevelis dans la nuit, du passé mystérieux de cet homme. Autour de la goélette étaient plusieurs petits chasse-marées, appartenant aux pêcheurs des villages voisins, et qui semblaient d'humbles sujets, attendant les ordres de leur reine. Là, comme dans tous les endroits où s'arrêtait Monte Cristo, ne fût-ce que pour y passer 2 jours, la vie y était organisée au thermomètre du plus haut confortable. Aussi la vie à l'instant même y devenait-elle facile. Albert trouva dans son antichambre 2 fusils et tous les ustensiles nécessaires à un chasseur. Une pièce plus haute, et placée au rez-de-chaussée, était consacrée à toutes les ingénieuses machines que les Anglais, grands pêcheurs, parce qu'ils sont patients et oisifs, n'ont pas encore pu faire adopter aux routiniers pêcheurs de France. Toute la journée se passa à ces exercices divers auxquels, d'ailleurs, Monte Cristo excellait. On tua une 12aine de faisans dans le parc, on pêcha autant de truites dans les ruisseaux, on dîna dans un kiosque donnant sur la mer, et l'on servit le thé dans la bibliothèque. Vers le soir du 3e jour,
Albert, brisé de fatigue à l'user de cette vie qui semblait être un jeu pour Monte Cristo, dormait près de la fenêtre, tandis que le comte faisait avec son architecte le plan d'une serre qu'il voulait établir dans sa maison, lorsque le bruit d'un cheval écrasant les cailloux de la route fit lever la tête au jeune homme. Il regarda par la fenêtre et, avec une surprise des plus désagréables, aperçut dans la cour son valet de chambre, dont il n'avait pas voulu se faire suivre pour moins embarrasser Monte Cristo. « Florentin ici !» s'écria-t-il en bondissant sur son fauteuil, « est-ce que ma mère est malade ?» Et il se précipita vers la porte de la chambre. Monte Cristo le suivit des yeux, et le vit aborder le valet qui, tout essoufflé encore, tira de sa poche un petit paquet cacheté. Le petit paquet contenait un journal et une lettre. « De qui cette lettre ?» demanda vivement Albert. « De Monsieur Beauchamp, » répondit Florentin. « C'est Beauchamp qui vous envoie alors ?» « Oui, monsieur. Il m'a fait venir chez lui, m'a donné l'argent nécessaire à mon voyage, m'a fait venir un cheval de poste, et m'a fait promettre de ne point m'arrêter que je n'ai rejoint monsieur, j'ai fait la route en 15 heures. » Albert ouvrit la lettre en frissonnant. Aux premières lignes, il poussa un cri, et saisit le journal avec un tremblement visible. Tout à coup ses yeux s'obscurcirent, ses jambes semblèrent se dérober sous lui, et prêt à tomber, il s'appuya sur Florentin qui étendait le bras pour le soutenir. « Pauvre jeune homme !» murmura Monte Cristo, si bas que lui-même n'eût pu entendre le bruit des paroles de compassion qu'il prononçait. Il est donc dit que la faute des pères retombera sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Pendant ce temps, Albert avait repris sa force, et continuant de lire, il secoua ses cheveux sur sa tête mouillée de sueur, et froissant lettres et journal. « Florentin, dit-il, votre cheval est-il en état de reprendre le chemin de Paris ? C'est un mauvais bidet de poste éclopé. Oh ! Mon Dieu, et comment était la maison quand vous l'avez quittée ? Assez calme, mais en revenant de chez Monsieur Beauchamp, j'ai trouvé madame dans les larmes. Elle m'avait fait demander pour savoir quand vous reviendriez. Alors je lui ai dit que j'allais vous chercher de la part de Monsieur Beauchamp. Son premier mouvement a été d'étendre le bras comme pour m'arrêter, mais après un instant de réflexion. « Oui, allez, Florentin, a-t-elle dit, et qu'il revienne. »« Oui, ma mère, oui, dit Albert, je reviens, sois tranquille et malheur à l'infâme. Mais avant tout, il faut que je parte. » Il reprit le chemin de la chambre, où il avait laissé Monte Cristo. Ce n'était plus le même homme, et 5 minutes avaient suffi pour opérer chez Albert une triste métamorphose. Il était sorti dans son état ordinaire. Il rentrait avec la voix altérée, le visage sillonné de rougeur fébrile, l'œil étincelant sous des paupières veinées de bleu, et la démarche chancelante comme celle d'un homme ivre. « Comte, dit-il, merci de votre bonne hospitalité dont j'aurais voulu jouir plus longtemps, mais il faut que je retourne à Paris. » « Qu'est-il donc arrivé ? » ?»« Un grand malheur, mais permettez-moi de partir, il s'agit d'une chose bien autrement précieuse que ma vie. »« Pas de question, comte, je vous en supplie, mais un cheval. »« Mes écuries sont à votre service, vicomte, » dit Monte Cristo, « mais vous allez vous tuer de fatigue en courant la poste à cheval. Prenez une calèche, un coupé, quelque voiture. »« Non, ce serait trop long, et puis j'ai besoin de cette fatigue que vous craignez pour moi, elle me fera du bien. » Albert fit quelques pas en tournoyant comme un homme frappé d'une balle, et alla tomber sur une chaise près de la porte. Monte Cristo ne vit pas cette seconde faiblesse, il était à la fenêtre et criait. « Ali, un cheval pour monsieur de Morcerf, qu'on se hâte, il est pressé. » Ces paroles rendirent la vie à Albert, il s'élança hors de la chambre, le comte le suivit. « Merci, » murmura le jeune homme en s'élançant en selle. « Vous reviendrez aussi vite que vous pourrez, Florentin. Y a-t-il un mot d'ordre, pour qu'on me donne des chevaux ? Pas d'autre que de rendre celui que vous montez, on vous en sellera à l'instant un autre. » Albert allait s'élancer, il s'arrêta. « Vous trouverez peut-être mon départ étrange, insensé, » dit le jeune homme. « Vous ne comprenez pas comment quelques lignes écrites sur un journal peuvent mettre un homme au désespoir. Eh bien, » ajouta-t-il en lui jetant le journal, « lisez ceci, mais quand je serai parti seulement, afin que vous ne voyiez pas ma rougeur. » Et tandis que le comte ramassait le journal, il enfonça les éperons, qu'on venait d'attacher à ses bottes, dans le ventre du cheval, qui, étonné qu'il existât un cavalier qui crut avoir besoin vis-à-vis de lui d'un pareil stimulant, partit comme un trait d'arbalète.
Le comte suivit des yeux avec un sentiment de compassion infinie le jeune homme, et ce ne fut que lorsqu'il eut complètement disparu, que, reportant ses regards sur le journal, il lut ce qui suit. Cet officier français au service d'Ali, pacha de Janina, dont parlait il y a 3 semaines le journal L'Impartial, et qui non seulement livra les châteaux de Janina, mais encore vendit son bienfaiteur aux Turcs, s'appelait en effet à cette époque Fernand, comme l'a dit notre honorable confrère, mais depuis, il a ajouté à son nom de baptême un titre de noblesse et un nom de terre. Il s'appelle aujourd'hui Monsieur le comte de Morcerf, et fait partie de la Chambre des Pairs. Ainsi donc ce secret terrible, que Beauchamp avait enseveli avec tant de générosité, reparaissait comme un fantôme armé, et un autre journal, cruellement renseigné, avait publié, le surlendemain du départ d'Albert pour la Normandie, les quelques lignes qui avaient failli rendre fou le malheureux jeune homme. Fin du chapitre. Chapitre 86. Le jugement. À 8 heures du matin, Albert tomba chez Beauchamp comme la foudre. Le valet de chambre étant prévenu, il introduisit Morcerf dans la chambre de son maître, qui venait de se mettre au bain. « Eh bien » lui dit Albert. « Eh bien mon pauvre ami, » répondit Beauchamp, « je vous attendais. »« Me voilà. Je ne vous dirai pas, Beauchamp, que je vous crois trop loyal et trop bon pour avoir parlé de cela à qui que ce soit, non, mon ami. D'ailleurs, le message que vous m'avez envoyé m'est un garant de votre affection. Ainsi ne perdons pas de temps en préambule. Vous avez quelque idée de quelle part vient le coup ? Je vous en dirai 2 mots tout à l'heure. Oui, mais auparavant, mon ami, vous me devez dans tous ces détails, l'histoire de cette abominable trahison. Et Beauchamp raconta au jeune homme, écrasé de honte et de douleur, les faits que nous allons redire dans toute leur simplicité. Le matin de l'avant-veille, l'article avait paru dans un journal autre que l'Impartial, et ce qui donnait plus de gravité encore à l'affaire, dans un journal bien connu pour appartenir au gouvernement. Beauchamp déjeunait lorsque la note lui sauta aux yeux, il envoya aussitôt chercher un cabriolet, et sans achever son repas, il courut au journal. Quoique professant des sentiments politiques complètement opposés à ceux du gérant du journal accusateur, Beauchamp, ce qui arrive quelquefois, et nous dirons même souvent, était son intime ami. Lorsqu'il arriva chez lui, le gérant tenait son propre journal et paraissait se complaire dans un premier pari sur le sucre de betterave, qui, probablement, était de sa façon. « Ah, pardieu, dit Beauchamp, puisque vous tenez votre journal, mon cher, je n'ai pas besoin de vous dire ce qui m'amène. Seriez-vous par hasard partisan de la canne à sucre ? Demanda le gérant du journal ministériel. Non, répondit Beauchamp, je suis même parfaitement étranger à la question, aussi viens-je pour autre chose. Et pourquoi venez-vous ? Pour l'article Morcerf. Ah oui, vraiment, n'est-ce pas que c'est curieux ? Si curieux que vous risquez la diffamation, ce me semble, et que vous risquez un procès fort chanceux. Pas du tout. Nous avons reçu avec la note toutes les pièces à l'appui, et nous sommes parfaitement convaincus que Monsieur de Morcerf se tiendra tranquille. D'ailleurs, c'est un service à rendre au pays que de lui dénoncer les misérables indignes de l'honneur qu'on leur fait. Beauchamp demeura interdit. Mais qui donc vous a si bien renseigné ? Demanda-t-il, car mon journal qui avait donné l'éveil a été forcé de s'abstenir faute de preuves. Et cependant nous sommes plus intéressés que vous à dévoiler Monsieur de Morcerf, puisqu'il est pair de France, et que nous faisons de l'opposition. Oh ? Mon Dieu, c'est bien simple, nous n'avons pas couru après le scandale, il est venu nous trouver. Un homme nous est arrivé hier de Janina, apportant le formidable dossier, et comme nous hésitions à nous jeter dans la voie de l'accusation, il nous a annoncé qu'à notre refus l'article paraîtrait dans un autre journal. Ma foi, vous savez, Beauchamp, ce que c'est qu'une nouvelle importante, nous n'avons pas voulu laisser perdre celle-là. Maintenant le coup est porté. Il est terrible et retentira jusqu'au bout de l'Europe. Beauchamp comprit qu'il n'y avait plus qu'à baisser la tête, et sortit au désespoir pour envoyer un courrier à Morcerf. Mais ce qu'il n'avait pas pu écrire à Albert, car les choses que nous allons raconter étaient postérieures au départ de son courrier, c'est que le même jour, à la Chambre des Pairs, une grande agitation s'était manifestée, et régnait dans les groupes ordinairement si calmes de la Haute Assemblée. Chacun était arrivé presque avant l'heure, et s'entretenait du sinistre événement, qui allait occuper l'attention publique,
et l'a fixé sur un des membres les plus connus de l'illustre corps. C'étaient des lectures à voix basse de l'article, des commentaires et des échanges de souvenirs qui précisaient encore mieux les faits. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.